robe de grand soir, corset, crinoline et soie précieuse, je vous invite à découvrir un siècle d'élégance française, de la reine Marie-Antoinette jusqu'à l'impératrice Eugénie. Nous évoquerons aussi un autre personnage emblématique de cette période, bien qu'elle ne soit pas française. Elisabeth de Wittelsbach, plus connue sous le nom de Sissi l'impératrice, a durablement marqué son temps. L'exposition que je vais vous présenter s'appelle Carnet de bal et elle regroupe une trentaine de tenues, toutes produites entre 1780 et 1880. Pendant ce siècle, le déclin de la cour est évident, elle ne dicte plus les modes, laissant place à de nouvelles influences venues du monde de l'art et du divertissement. Certaines tendances font directement écho à notre époque, comme l'influence du ballet sur la mode. Aujourd'hui, on le retrouve sous le terme ballet-corps et de nombreux créateurs s'inspirent du monde du ballet et de la danse classique. On retrouve aussi le port de robes transparentes qui a été popularisé à notre époque par la maison Blue Marine et la tendance Mermaidcore, mais à l'époque on avait aussi cette inspiration qui venait plutôt des nymphes grecques. Plus que de simples apparats, ces 30 tenues illustrent des changements politiques, mais aussi des révolutions industrielles. Témoins de l'émancipation du corps des femmes, le corset et la crinoline vont profondément se modifier et vont inspirer certains créateurs, je pense notamment à Vivienne Westwood. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous sommes à Draguignan dans le Var. Aujourd'hui ce sont les robes de bal qui occupent le cœur de l'église de l'Observance, un lieu qui a eu 1000 vies, puisqu'auparavant ce fut une bouchonnerie mais également un garage automobile. À présent nous y retrouvons les tenues sélectionnées par Serge Liagre, un ex-danseur classique devenu expert au Centre international d'études des textiles anciens. C'est lui qui a organisé cette exposition temporaire nommée Carnet de bal. Cette exposition temporaire avait lieu de début février jusqu'à fin avril 2023. Entre-temps, impossible pour moi de sortir une vidéo correcte. Toutes les informations et les sources que j'ai utilisées sont en description, vous pouvez les retrouver. Et puis il y a certaines informations qui viennent directement de l'exposition, mais ça sera mentionné dans la vidéo. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur ce que vous en avez pensé et à vous abonner si vous appréciez ce type de contenu, cela permet à la chaîne de grandir. Merci à la personne qui m'a permis de découvrir cette exposition, je pense qu'elle se reconnaîtra, ce fut un moment magique. Merci beaucoup à Planète des Arts pour cette visite. L'exposition commence avec l'une des figures emblématiques de la mode historique, j'ai nommé la reine Marie-Antoinette. La reine impose la robe à la française lors des cérémonies de la cour. Les femmes portent alors des ensembles taillés dans des soies précieuses ou dans des tissus tout aussi nobles. La tenue de la robe à la française se compose d'un vertugadin, un bourrelet que l'on vient placer à la taille pour donner plus d'aplomb aux hanches, d'une jupe, d'un corset ou d'un corps rigide baleiné, ainsi que d'un manteau. On a quelques déclinaisons de cette robe, mais tout d'abord laissez-moi vous présenter une robe de cour fleurie. Celle-ci date de 1785, elle se compose donc d'un manteau et d'une jupe en satin liseré broché et falbala en crête peluchée. Les descriptions sont magnifiques et elles m'ont permis d'apprendre beaucoup sur la manière de décrire une robe. Alors ce sont bien des robes d'adultes, bien que les tenues ne dépassent pas 1,40 m. On le remarque au fait que la poitrine et la taille sont marquées, mais vous verrez qu'au fur et à mesure de l'exposition, les tenues s'agrandissent puisque les corps commencent à prendre de l'ampleur. Les variantes de cette robe à la française sont nombreuses. On va retrouver la robe à la piémontaise, un mélange de robe à la française et de robe à l'anglaise. Celle-ci date de 1785. Elle se compose ici d'un manteau et d'une jupe taffetas en Florence changeant. Et un peu plus tôt, vers 1720, on a une robe battante que je trouve très intéressante puisqu'ici il n'y est plus question de marquer la taille ou la poitrine. On cherche au contraire à cacher tout ça, tout simplement parce que c'était une robe qui servait à cacher ses débuts de grossesse. Donc les pans larges de la robe permettaient de cacher le ventre. Celle-ci est faite d'un satin rouge cardinal et ornée de falbala de crête de velours. Toutes ces modes sont inspirées par une personne, Marie-Antoinette, mais derrière elle se cache l'influence de Rose Bertin. C'est sa marchande de mode attitrée qu'elle va nommer ministre des modes. Leur relation est très étroite, mais elle enfreint l'étiquette puisque Rose Bertin est roturière. De cette union naissent de nombreuses tendances que la cour de Versailles s'empresse de reproduire. Plusieurs atours ornent les tenues dans un souci d'esthétisme parfait. On retrouve là des falbalas, des ruchés, des passementeries de nœuds, des sourcils de hanneton, des dentelles ou autres colis fichés et coiffures montées. Et c'est là l'étiquette de la cour. On est toujours dans une quête d'extravagance. Il y a un film qui relate très bien cette volonté de prestige et d'exubérance. C'est le film de Sofia Coppola,
Marie-Antoinette, il y a cette scène où l'on voit toutes les chaussures de la reine. Celles-ci sont en lampas de soie, la paire date de 1780. Vous avez là des boucles en pierre de Reims. Et pour les hommes, il y avait des habits tout aussi splendides. Vous avez là un habit et un gilet de cour à la française. C'est un velours miniature brodé. Les détails sont absolument magnifiques. Et ce costume, cet habit, date de 1785. Tout dans cette tenue reflète une grande minutie. La robe française a beau être un symbole de prestige et de richesse, elle contraint énormément le mouvement des femmes. Lorsque Marie-Antoinette se réfugie au Trianon, elle porte des robes de mousseline champêtre faites de tissus simples. C'est un symbole de liberté face à l'extrême exigence de la cour. Toujours habillée par Rose Bertin, cette tenue fera scandale lorsque la reine va poser pour Élisabeth Louise Vigée-Lebrun sur ce tableau à la rose. Il sera présenté en 1783 et les visiteurs seront choqués de voir la reine poser dans une tenue aussi simple. La peintre s'empresse alors de proposer une seconde version. Cette fois-ci, la reine est habillée d'une robe de soie bleu-grise en soutien implicite aux soyeux lyonnais. La soie des robes est à cette époque produite à Lyon et la reine participe à l'enrichissement économique de cette ville. D'ailleurs, j'ai fait une précédente vidéo sur un catalogue de soie du XVIIe et du XVIIIe siècle, vous pouvez la retrouver juste ici. Peu importe le régime politique en place, l'industrie du textile est toujours une manne financière importante. En 1789, la Révolution marque la fin de la robe à la française, et c'est le début d'une mode jugée décadente et indécente. Elle est mal vue puisque le corps des femmes est très visible, couvert de tissus transparents. Les merveilleuses, le nom donné aux jeunes femmes nobles, sortent souvent dénudées, parées de robes blanches transparentes. Les étoffes de linon ou de mousseline se portent parfois humides afin de mieux mouler les contours du corps. Les bras, la poitrine et les jambes se dénudent. Cette tendance est majoritairement portée par des jeunes femmes issues des milieux nobles. L'exposition met d'ailleurs en avant ces milieux-là. Sous cette allure frivole se cache le traumatisme vécu sous la période de la terreur par les milieux aristocratiques. Nombre d'entre eux ont vu leurs proches, que ce soit leurs maris, leurs amis ou leurs enfants, se faire guillotiner. Et beaucoup de femmes ont été emprisonnées. Après cette période s'enchaînent deux périodes historiques troubles, le Directoire de 1795 à 1799 et puis le Consulat donc de 1799 à 1804. Ce traumatisme les amène à vouloir trouver une catharsis dans la mode. Certains codes se partagent dans ces milieux, comme le fait de ne pas prononcer la consonne R, rappelant trop le R de la Révolution. Alors pour passer d'une silhouette aussi empesée que celle de l'Ancien Régime à des lignes aussi fluides, il faut une transition. Et dans la mode, c'est la round gown qui va s'en charger. Celle-ci étant façonnée de soie rose saumonée et elle date de 1795. C'est une très jolie robe et on peut déjà apercevoir que la ligne de taille commence à remonter. J'apprécie beaucoup les détails et surtout la texture de la robe, la soie dégage une très belle lumière. Par la suite, les femmes s'habillent de tissus beaucoup plus légers. Vous avez ici une robe chemise en mousseline brodée au point de Beauvais. Cette tenue date de 1798. On peut remarquer là une rupture complète avec la silhouette de l'Ancien Régime et pourtant l'influence de Marie-Antoinette est bel et bien présente. Ces tenues rappellent la robe de condamné que la reine portait lors de sa mise à mort et que l'on retrouve immortalisée par le peintre Hamilton. On peut aussi y voir un écho aux robes qu'elle portait au Trianon. Pour Serge Liagre, les robes drapées traduisent une influence antique. On retrouve beaucoup d'influences gréco-romaines, que ce soit avec les robes souples transparentes, lorsque les femmes s'habillent à la Flore ou à la Vestale. Si les robes se simplifient, le luxe réside à présent dans la débauche d'accessoires. Fichus, plumes, fourrures, babioles agrémentent les toilettes des élégantes et merveilleuses du Directoire et Consulat français. Les réticules ananas, les chapeaux immenses, les châles en pashmina ou mérinos sont de mise. Quant aux équivalents masculins des merveilleuses, les incroyables, on les retrouve habillés de façon extravagante, puisque ces jeunes hommes nobles combinent des vestes et des culottes très courtes à taille haute, des monocles et des boucles d'oreilles. Ce sont les prémices du dandysme, ce courant où les hommes ne vivent que pour leur miroir. Très souvent, merveilleuses et incroyables se réunissent lors de fêtes grandioses. Les femmes ajoutent un accessoire essentiel à leur parure, le carnet de bal. Celui-ci date de 1790, il est fait d'ivoire et de moire, et à lui seul, il contient déjà quelques informations sur le statut économique de la jeune femme qui le porte. Serge Liagre a choisi cet accessoire comme emblème de son exposition, et il le présente comme un intrigant pense-bête destiné à noter l'ordre des danses, mais aussi les rendez-vous. Le carnet de bal pouvait prendre de multiples formes, dont celle du carnet intime à répertoire inséré dans un étui en ivoire ou écaille, d'un bijou en broche,
se pendre en châtelaine et même d'un éventail à noter. Tous sont d'une grande extravagance, ils aiment sortir, s'amuser, se divertir et ils cherchent à oublier le traumatisme de la Révolution. Certains n'hésitent pas à se travestir lors des soirées. Vous avez ici un gilet et une culotte d'incroyable en moire de soie ombrée. Les détails de l'ombré sont magnifiques et vous avez tout le détail également des dentelles qui est très beau. Ils sont maintenant maîtres dans l'art du divertissement, de l'élégance et de l'originalité, se ruinent au jeu d'argent et se vengent sur les jacobins qu'ils croisent sur Paris. La presse de l'époque relate de nombreuses altercations entre les jacobins et les incroyables. Quant aux femmes, elles fréquentent assidûment les salons pour sortir des rôles limités que leur offre la misogynie des révolutionnaires. À l'époque, 2 femmes sont remarquées pour leur beauté et leur élégance font les tendances. Véritable prêtresse de la mode, Teresa Tallien tient l'un des salons les plus appréciés de la capitale. Et celle qui deviendra l'impératrice Joséphine le fréquente assidûment. Parmi les incroyables et les merveilleuses se trouve la future impératrice Joséphine et le futur empereur Napoléon Ier. En 1805, leurs sacres sont officiels. L'arrivée au pouvoir de Napoléon Ier va modifier les modes connus par les merveilleuses, sans toutefois l'arrêter, puisque les lignes antiques restent, mais cette fois-ci, le vêtement devient plus qu'un simple divertissement ou une catharsis. L'empereur rentre en guerre économique face à l'Angleterre. Il interdit à sa cour de porter du linon et de la mousseline, très souvent issus de fabrication anglaise, et il privilégie la soie, la laine ainsi que le velours, produits au sein de l'Empire. Il met en place le blocus continental, une loi protectionniste qui interdit le commerce avec tout le reste de l'Europe. Chacun est tenu de s'habiller avec les matières choisies par l'empereur. Et heureusement, puisque sous la dizaine d'années de règne de Napoléon Ier, il fait beaucoup plus froid. Très vite, le blocus continental porte ses fruits. On assiste à un enrichissement de la ville de Lyon, où les manufactures de soie se réunissent dans une association nommée la Grande Fabrique. À elle seule, elle symbolise le renouveau artistique et technologique de la ville. L'égérie de cette époque est déjà connue de tout Paris, il s'agit de l'impératrice Joséphine et la description de sa robe de sacre est incroyable. La robe est semée d'abeilles d'or, le corsage et le haut des manches sont enrichis de diamants, le diadème, le collier et les boucles d'oreilles sont en pierre gravée entourées de brillants, la collerette est en dentelle lamée or. L'impératrice Joséphine dépense beaucoup, à tel point qu'elle finit par accumuler des dettes immenses envers son marchand de mode attitré, Louis-Hippolyte Leroy. Ils entretiennent tous deux une relation fusionnelle, similaire à celle qui unissait la reine Marie-Antoinette et Rose Bertin. Louis-Hippolyte Leroy trouve en l'impératrice Joséphine une amie et une égérie fidèles, et c'est cela qui va propulser son commerce comme l'un des plus cotés de la capitale. Il fournit également les vêtements du sacre de Napoléon Ier, c'est à lui que l'on doit l'identité des robes sous le Premier Empire. Il choisit de garder les lignes antiques des merveilleuses pour y associer le faste de l'Ancien Régime, au travers de broderies somptueuses. Les broderies des manteaux de sacre, parsemés de motifs floraux ou d'abeilles, sont l'œuvre d'Augustin-André Picot. Il était brodeur sous Louis XVI et c'est à lui que l'on doit le costume des académiciens brodé de branches d'olivier. Si certains fastes de l'Ancien Régime reviennent, c'est aussi le cas du corset. Dès 1804, une fine brassière vient maintenir la poitrine et se transforme peu à peu en corset. Il n'y a pas de baleine, le maintien se fait à l'aide de larges surpiqûres, et le modèle le plus demandé s'appelle le corset à l'âne ninon. Il se porte très long sur les hanches et la taille est assez haute. Le châle est un accessoire indispensable de tous les vestiaires, bien que Napoléon Ier le détestait. Il était très méprisant envers les femmes de sa cour lorsqu'il les considérait mal habillées, et ça allait de la réprimande à la mauvaise plaisanterie. Outre-Manche, de 1790 à 1830, la mode britannique connaît une grande avancée. Il y a beaucoup d'étoffes unies et rayées, des soies pékinées et beaucoup de tons pastels. La chute de l'Empire napoléonien va bouleverser les modes. Premièrement, l'impératrice Joséphine n'est plus une égérie de mode. Elle continue de commander régulièrement à la maison de Louis-Hippolyte Leroy, mais elle va laisser place à de nouvelles figures. La personne qui va incarner ces nouveautés, c'est la duchesse de Berry. C'est vraiment l'égérie de cette époque. Elle comprend son temps et il y a d'ailleurs ce portrait que je trouve absolument magnifique où on voit bien toute la mode de l'époque avec ses manches à petits gigots. Elle donne des bals costumés moyenâgeux et toute l'aristocratie se presse alors dans le pavillon de Marsan au château des Tuileries. La noblesse nourrit une forme de nostalgie pour le Moyen-Âge et l'époque gothique. Tout cela va se traduire dans les habits. On retrouve par exemple le corset porté en pointe sur le devant de la jupe. On voit disparaître les tendances gréco-romaines. La ligne de taille revient à sa place, aidée par un corset conique. Les épaules se portent à présent tombantes, ornées de manches à petits gigots, et les jupes se coupent à la cheville. La poitrine va se couvrir d'un colifiché, un fin corsage de mousseline que l'on porte à même la robe. Des atours très théâtrales reviennent en force,
Et ce sont les chapeaux qui font les frais de cette exubérance nouvelle, à grand renfort de rubans et de plumes. Petit à petit, la cour perd en influence, les modes sont à présent dictées par les couturiers, les couturières et les modistes. Ce sont les femmes qui font les modes en fonction des tenues qu'elles portent lorsqu'elles sortent au théâtre ou dans les bals, voire lors des promenades. Au quotidien, les robes de jour se parent de broderies blanches. Cette robe date de 1815 et elle est faite de mousseline de coton brodé au point de nœud ajouré. En 1820, voici à quoi pouvait ressembler une robe de jour, celle-ci est en mousseline crème, brodée au point de Beauvais en fil de laine polychrome. On arrive à l'une de mes périodes favorites de cette exposition, puisqu'elle fait directement écho à l'une de nos tendances actuelles, le ballet-corps. Dans l'histoire de la mode, c'est la première fois que l'univers de la danse classique et du ballet inspire à ce point. Nous sommes dans la monarchie de Juillet, un régime politique qui court de 1830 à 1848. L'influence de la cour est clairement sur le déclin. Le dernier couple royal français s'inspire énormément de la vie discrète de la royauté anglaise. Ils sont très peu enclins à se montrer en dehors de leurs appartements et c'est sur scène que le public trouve sa nouvelle égérie, en la personne de Marie Taglioni. Marie Taglioni est la première ballerine à marquer l'époque de son esthétique romantique. Son corset serré, les manches ballons de son tuturon et court marquent les esprits lorsqu'elle performe le premier ballet en pointe de l'histoire. Le public admire son exploit physique et la grâce qu'elle incarne dans la sylphide. Elle a créé les pointes en renforçant ses chaussons, son exploit devient international, elle est demandée par toutes les cours et elle parcourt régulièrement le monde. Sa légèreté éthérée et ses mouvements gracieux la rendent célèbre à tel point que des poupées, des savons ou encore des gâteaux portent son nom. L'influence de cette ballerine se mesure également dans la mode, le corset enserre la taille qui se veut fine, le décolleté délicat fait la part belle aux épaules tombantes avec des manches au volume fou. Pour amplifier cet effet, des fonds serrés se rajoutent. En 1835, les robes de jour peuvent être imprimées, comme ici en indienne, et les manches gigots donnent l'allure romantique du ballet. Le soir, les robes de dîner se taillent en de la moire de soie rose, comme c'est le cas pour cette robe à manches à gigots, datant elle aussi de 1835. Je crois que c'était la partie la plus émouvante de l'exposition que de se rendre compte que les robes avaient parfois plus de 2 siècles et qu'elles étaient toujours aussi éclatantes au niveau de la couleur. C'était très important que les manches soient amples au niveau des épaules et serrées au poignet afin qu'elles ne s'affaissent pas lorsque les femmes portaient des châles. Quelques révolutions technologiques marquent l'époque, comme l'arrivée de la machine à coudre en 1830. Elle est inventée par Barthélemy Timonier. Entre-temps, Lyon est en proie à des révoltes. Les Canutes ne souhaitent pas l'adoption de la machine Jacquard et ils vont faire quelques protestations sociales qui vont être assez sanglantes. On arrive au Second Empire, une période qui court de 1852 à 1870, et c'est l'une des périodes les plus riches de cette exposition. On va avoir le droit à plusieurs courants et tendances différentes, à des révolutions technologiques, mais également à la création de la haute couture pendant ce temps-là. 2 femmes vont marquer cette époque, 2 égéries, mais de manière totalement différente. La première, c'est l'impératrice Eugénie. Elle est très importante puisqu'elle fait partie de la cour, cependant elle n'apporte rien de neuf à la mode. Au contraire, elle va plonger dans une forme de nostalgie envers l'Ancien Régime. Grande admiratrice de Marie-Antoinette, elle commande de nombreuses robes à la française. Celle-ci est une robe à la reine qui date de 1855. Son corsage, sa jupe en mousseline et ses rubans de soie sont tout à fait dans le goût de ce que Marie-Antoinette aurait pu porter au Trianon. Celui qui va transformer la silhouette du Second Empire s'appelle Charles-Frédéric Worth. C'est un homme très influent, il crée la haute couture et reçoit régulièrement dans ses salons privés les dames de la haute bourgeoisie et de la noblesse. Parmi elles, sa future égérie, la princesse de Metternich. Dès lors qu'elle sort habillée de ses robes, elle est tout de suite remarquée, tout simplement parce que le couturier refuse l'exubérance de la crinoline, il cherche à la réduire drastiquement, et il a une manière de créer beaucoup plus légère et beaucoup plus libre. Dès 1868, la princesse de Metternich va s'afficher en société en portant une robe sans crinoline, appelée robe péplum. Tout de suite, elle crée l'engouement pour ce type de création. Il est aussi le créateur d'une robe drapée, sans couture à la taille, qui va être aussi bien utilisée pour la ville que pour la promenade. Il cherche à alléger le corps des femmes et à leur proposer des tenues beaucoup plus agréables à porter au quotidien. Plusieurs avancées technologiques ont lieu sous le Second Empire. On voit par exemple apparaître les premiers colorants chimiques dès 1850. Voici une robe de jour provençale à crinoline, datant donc de 1850. Ici, vous avez du bleu de Prusse, c'est l'un des premiers colorants modernes, il rend très bien à la caméra et il teinte le taffetas du corsage. La jupe, elle aussi en taffetas, est ornée de délicates franges de soie. À ce moment-là, les possibilités de création de couleurs n'ont jamais été aussi grandes, on pourrait penser que tout ne sera que faste et extravagance,
Eh bien, pas du tout. De 1850 à 1858, les robes restent simples et épurées, faites de jupes cloches grâce à de larges crinolines qui les soutiennent. Si les robes sont dépouillées de tout apparat, elles sont faites d'étoffes luxueuses et de tissus unis. En parlant de tissus, on voit enfin revenir les tissus anglais sur les étals des marchés, puisqu'il y a un traité de libre-échange qui se fait avec l'Angleterre dès 1860. Deux accessoires vont profondément se modifier sous le Second Empire. Tout d'abord, le corset. Il peut s'ouvrir et se lasser devant, donc les femmes peuvent maintenant s'habiller seules, sans l'aide de leur domestique ou de leur femme de chambre. Le second accessoire qui se modifie beaucoup, c'est la crinoline. Elle se compose ici de coton et de métal. Elle est en très bon état, on peut voir toute l'armature métallique de la cage. Celle-ci date de 1860, une date clé pour cet accessoire qui va évoluer grâce à l'intervention de Charles-Frédéric Worth. Tout d'abord ronde, elle s'allonge vers l'arrière, ce qui donne naissance aux robes à transformation, l'archétype de la robe princesse avec sa longue traîne. On abandonne alors la simplicité unie des robes de 1850 pour passer à un jeu de surenchère. Le style très chargé des robes reprend des éléments de décoration intérieure comme l'usage de la passementerie, du velours d'ameublement, de drapés imposants et de soie. Donc on a par exemple les palettos, corselets à bretelles, boléros, visites et surjupes amovibles à tablier ou à la polonaise, qui peuvent être utilisés de façon dépareillée. Et ça va être une aubaine économique pour les magasins de nouveautés tels que Le Bon Marché. Cette robe à transformation date de 1860. Elle se compose de cette crinoline très allongée vers l'arrière et deux corsages permettent d'avoir différents styles suivant l'événement. Sur l'estrade, plusieurs robes de 1865 sont exposées et vous pouvez constater que la tendance est à l'uni. Ici, vous avez une robe de bal à grande crinoline, corsage et jupe en taffetas, lit de bain et pattes appliquées. Une autre robe magnifique, c'est cette robe de bal que l'on peut aussi appeler robe de grand soir. Elle est composée d'un corsage et d'une jupe en satin crème à falbala de tulle de soie et là aussi elle date de 1865. Voici une robe de jour qui est composée d'un corsage et d'une jupe à crinoline en taffetas bleu ciel appliquée de velours et de franges de soie. La Troisième République s'installe dès 1870. Le goût tapissier est toujours très à la mode, avec des éléments inspirés de la décoration d'intérieur, et la crinoline s'efface peu à peu des vestiaires féminins. La tournure va venir la remplacer, c'est une petite armature composée de demi-cerceaux en métal, et puis il y a également le pouf. Toutes ces évolutions-là vont mener à la queue d'écrevisse, donc la tournure va encore se développer et devenir cette silhouette très particulière de la Troisième République, où on a cette petite traîne qui vient accentuer l'effet de queue d'écrevisse. Cette robe de dîner de 1878 se compose d'un corsage et d'une jupe à queue d'écrevisse en taffetas bleu ciel. Elle est très particulière, ça donne des silhouettes assez austères et très guindées, mais le modèle le plus impressionnant de cette époque, c'est le strapontin à coussin articulé qui permet aux femmes de s'asseoir avec plus de facilité. Toutes ces tendances inspireront plus tard Vivienne Westwood. Une autre robe qui a été produite sous la Troisième République, c'est cette robe de dîner datant de 1875. Elle se compose d'un corsage et d'une jupe à crinoline en moire de soie noire. Une autre tendance que l'on va voir apparaître avant 1890, c'est le jeu de faux coordonnées de couleurs et l'association de tissus mat et brillants. Vous avez ici une robe qui a été réalisée en 1885. C'est une robe de jour qui se compose d'un corsage et d'une jupe à tournure en satin et damas bordeaux. Vous pouvez voir que la tournure a tendance à donner un autre aplomb que la crinoline ou la queue d'écrevisse. La robe d'après-midi a la même structure, on y retrouve un corsage, une jupe à tournure et paletot en façonné de soie bleu Raymond, et vous avez également des dentelles crème qui ornent toute la robe. Elle date également de 1885. L'austérité de ces robes contraste avec les robes de plein air qui ont été popularisées par l'un des tableaux de Claude Monet, Un déjeuner sur l'herbe. Cette robe de 1870 annonce la future émancipation des femmes. On retrouve là une robe de plein air et sa sous-robe en mousseline blanche plissée et ajourée. Plus légères, ce sont les robes que l'on retrouve lors de la saison estivale. Elles sont généralement composées de mousseline, d'indienne ou de coton, et le grand public redécouvre ces tissus à travers les colorants chimiques. Le pied des robes est également orné de dentelles fleuries et on retrouve également de magnifiques robes, alors là ce sont des ouvrages somptueux, intégralement faits de dentelles délicates. Ces tenues pourront vous rappeler le vestiaire d'Elisabeth de Wintelbach,
plus connue sous le nom de Sissi l'impératrice. C'est la fin de l'exposition Carnet de bal, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire, c'est toujours un plaisir que de vous lire et le fait de vous abonner vous permettra de suivre les prochains épisodes qui ne tarderont pas à sortir. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo.